Donc, je suis très heureux de pouvoir exposer des choses que j'ai étudiées pendant presque 30 ans, hein, avant comme après ma soutenance de thèse d'État, et je suis très heureux que parmi les élèves qui sont venus aujourd'hui, deux de leurs professeurs ont été pendant plusieurs années mes étudiants d'histoire contemporaine à l'université de Nice. Alors tout d'abord, je vais définir ce que j'entends par victime civile. On en a un peu parlé à plusieurs reprises avec Madame Pinon et Monsieur Brière, et puis on m'a laissé les pleins pouvoirs entre guillemets. Donc j'y intègre tout d'abord les populations frontalières évacuées en juin 1940. C'est un phénomène qu'on a peu médiatisé depuis 80 ans. Comme en septembre-octobre 1944, là aussi c'est quand même assez circonscrit géographiquement, les villageois des vallées de la Bévéra et de la Roya, qui ont été transférés de force au Piémont de septembre à décembre 1944 par les autorités militaires allemandes, les victimes des bombardements aériens alliés de novembre 1943 à avril 1945. Alors je reprends mon propos initial. Je m'étais arrêté au bombardement allemand de septembre 1944 à avril 1945. On fait entrer dans les victimes civiles également les tués ou blessés par mine sous l'occupation allemande, comme après la libération du territoire, puisque paradoxalement c'est surtout après la libération qu'il y a eu des tués ou des blessés dont beaucoup sont restés estropiés, puisque les Allemands avaient truffé de mines notre département, et en particulier la côte et la vallée de la Roya. Et puis les civils victimes collatérales du conflit, qui ont été abattus par erreur ou par mesure de représailles, abattus voire même déportés, pour ceux de Puget-Théniers et de Gatière. Et puis, et ce sont les plus nombreuses, des victimes civiles, les déportés raciaux d'août 42 à juillet 44, puisque les déportés politiques sont assimilés à des combattants sans uniforme, et que je ne les aborderai donc pas dans mon exposé, même si j'ai des munitions pour ceux que ça intéresserait pour la troisième mi-temps, effectivement. Donc, au cours des nuits du 3 au 4 et du 4 au 5 juin 1940, plus de 13 000 Mentonnais et habitants de la commune de Roquebrune dans les quartiers de Carnolès et du Cap-Martin furent évacués préventivement vers l'arrondissement de Grasse, puis vers les départements du Var et des Pyrénées-Orientales avec 30 kilos de bagages maximum. Et pour eux, ça représentait un déchirement, et par la suite, jusqu'en 1945, ils ne récupéreront pas ou la totalité de leurs biens, ou en tout cas une bonne partie, et ils sont donc considérés comme des victimes, ce qu'on peut appeler des sinistrés, puisque vous le verrez tout à l'heure, leurs communes ont été bien saccagées par les combats, fût-ce bref, de juin 1940. Alors vous avez ici ce document qui se trouve dans plusieurs publications que j'ai rédigées. Dans la nuit du 10 au 11 juin 1940, après la déclaration de guerre italienne qui est intervenue vers 19h le soir, donc, la préfecture a fait évacuer, mais c'était prévu de longue date, environ 13 000 personnes depuis le village de Saint-Dalmas-le-Selvage dans la Haute-Tignée jusqu'au village dominant Menton, c'est-à-dire Castellar, plus des villages un peu en arrière, comme par exemple Gourbiot, Sospel, ou Saint-Sauveur, Surtigné, etc. Et ici, vous avez sur ce tableau la totalité des 23 communes qui ont été évacuées, donc entre le 3 et le 10 juin. Et ce qui peut paraître quelque chose de pas forcément traumatisant, l'a été en particulier pour les habitants
de la Haute-Tinée, puisque les gendarmes ont fait sauter les ponts dès minuit, avec les hommes du génie du 15e corps d'armée, évidemment, et les autobus qui devaient transporter vers Saint-Sauveur, puis vers Plan-du-Var et Nice. Je dis Plan-du-Var parce qu'avec le petit train d'Épingle, on pouvait les transporter ensuite aussi bien vers le nord, donc vers la région d'Entrevaux, ou vers le sud, vers le littoral niçois. Ils ont donc dû, en pleine nuit, avec la peur d'attaque italienne, bien que même à Menton, il a fallu attendre le 14 juin pour qu'il y ait des opérations belliqueuses, ont dû accomplir un exploit sportif, parce que parmi eux, il y avait des enfants tout petits, mais il y avait aussi des vieillards, il y avait même quelques invalides de la Grande Guerre, qui étaient des unijambistes, et qui ont dû accomplir un périple particulièrement périlleux, de nuit, hein, en franchissant l'école de Pal et l'école de Crous pour arriver dans les bassins de Guillaume, si vous voulez, ou dans la région de Beuil-Valberg. Hein. Ce sont des cols entre 2000 et 2400 mètres d'altitude. Et le 10 juin, à 2400 mètres d'altitude, à l'époque, il y avait encore de la neige. Il n'y avait pas le réchauffement climatique comme aujourd'hui. Hein. Bon. Donc, ce sont des gens qui ont souffert. Après, on verra s'ils ont perdu peu ou prou de leurs biens, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable qu'on ait eu à évacuer des gens par la montagne, hein, et on pourrait presque dire par la haute montagne, alors que dans la région ici du Mentonais, eh bien c'est par les sentiers, voire des pistes forestières qui depuis Castellar, Castillon conduisent vers Sainte-Agnès, Peille, etc. Les regroupements étant ensuite faits à Nice, et en général c'est dans l'arrondissement de Grasse que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ces gens-là sont restés, avec très peu de biens propres, hein, puisqu'ils ont été évacués, eux, contrairement aux Mentonnais, où on leur avait laissé quelques heures. Là, ça a été dans les minutes, hein, qui ont suivi la propagation de l'ordre d'évacuation. Et après la fin des combats, la plupart des évacués purent revenir à partir du 5 juillet 1940, constatant quelques dégâts matériels, notamment aux toitures dans les communes de Roquebrune, Camartin, Castellar, Breil-sur-Roya, Saorge et Isola, ou des vols de bétail presque partout. Alors des vols, on peut discuter du terme, parce que les militaires français qui étaient en première ligne, entre le 10 et le 25 juin, ils n'avaient pas toujours un ravitaillement qui parvenait régulièrement, et donc souvent on a pillé les poulaillers, les clapiers, et on a pu même abattre des vaches ou des chèvres ou des moutons. Et j'ai trouvé un témoignage intéressant d'un des officiers qui commandait dans le secteur d'Isola, où à un moment donné il dit les moutons et les chèvres sont passés à l'ennemi. Sous-entendu que les moutons et les chèvres, au printemps, ils ont l'habitude de monter en estive. Et eux, ils ne savaient pas forcément que depuis le 10 juin à 19h, on était en guerre avec les voisins italiens. Et donc, petit à petit, ces moutons et ces chèvres sont montés et ils sont passés du côté italien, où ils ont, vous le pensez bien, sont passés de vie à trépas assez rapidement, parce que le ravitaillement était encore plus délicat que du côté français. Bon. Et puis, ces gens, donc on va changer de... Attends, c'est bien ça. C'est bien là.
C'est bien là, c'est Oui, sur on le V qu'on doit appuyer. Sur celui-ci. Je suis désolé. C'est la plaque de... Ouais, il y a un petit problème. On est parti la chercher. C'est la plaque des Arcs où la commune de Sospel remercie justement ce village proche de Draguignan pour l'accueil dont ils ont bénéficié à ce moment-là. La plaque que j'ai annoncée, c'est le seul exemple de remerciement de la part d'une commune évacuée vis-à-vis des villages varois ou basalpins. En revanche, il y a quelques années, Menton a posé une plaque dans les Pyrénées-Orientales, dans l'un des villages. Il y avait 83 communes des Pyrénées-Orientales qui ont accueilli pendant plusieurs mois les Mentonnais. Et malheureusement, un certain nombre de ces Mentonnais qui étaient partis avec les 30 kilos de bagages réglementaires les ont complètement perdus parce qu'il y a eu, au mois d'octobre 1940, des crues exceptionnelles dans les Pyrénées-Orientales, notamment du fleuve côtier La Tête, et il y a eu des morts, mais pas parmi les évacués, heureusement, et ils ont perdu une seconde fois des biens propres. Bon. Par contre, pour les habitants des deux communes occupées par les Italiens, c'est-à-dire Fontan et Menton, le retour n'a pas été effectué rapidement, puisque les Fontanais ont pu rentrer à la fin du mois d'août seulement, et les Mentonnais à partir du début de novembre. Alors pourquoi cela? Eh bien tout simplement pour des raisons liées à la volonté de l'occupant d'annexer ces territoires et de ne laisser rentrer les gens qu'avec des sauf-conduits et en les ayant triés pour éviter que ceux qui avaient avant-guerre des engagements politiques antifascistes ne puissent pas revenir sur leur commune de naissance ou de résidence jusqu'en juin 1940. Et puis aussi parce qu'il y avait beaucoup de dégâts, bien entendu, si bien qu'il n'y a eu qu'à peu près 70% des Fontanais qui sont rentrés, et un gros tiers des Mentonnais, parce qu'à Menton, le problème en plus, vous allez le voir, en plus des dégâts, c'est aussi le pillage, puisque Menton a été victime d'un pillage systématique que la commission italienne d'armistice à Turin a dû reconnaître et a estimé à environ 50 millions de francs de l'époque. Donc vous avez ici une vue des dégâts au niveau supérieur de l'hôtel Majestic de Menton, qui est situé rue Partouneau et au contact de ce qu'on appelle les jardins Biovès, là où il y a le palais de l'Europe aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est que pendant longtemps on a dit les Italiens ont détruit Menton, ils ont pillé Menton. Mais la plupart des destructions au niveau des toitures, elles proviennent des forts Maginot, pas tellement du Cap Martin, mais surtout de Roquebrune-Cornillat et de Sainte-Agnès. Bon, pour ralentir la progression des troupes italiennes, eh bien, il fallait bien tirer sur un territoire français et sur une ville qui avait été évacuée. Donc, s'il y a eu 2820 immeubles détruits ou endommagés à Menton pendant la semaine des combats, en gros entre le 18 et le 24 juin, eh bien, c'est quelque chose qui a prouvé l'efficacité de la ligne Maginot, mais au détriment des habitants des lieux, effectivement. Et la photo suivante, qui est prise à la même époque, c'est-à-dire au moment où vont revenir les évacués, et qui est prise dans le secteur, voilà, dans le secteur de la gare SNCF, c'est le viaduc du Careil, effectivement. La gare serait plutôt de mon côté, et là, on est en train de réparer
la voie ferrée, ce sont des soldats italiens du génie ferroviaire, mais vous voyez que les immeubles environnants, même si les évacués avaient fermé à clé et toutes les persiennes avant de partir, bien, le souffle des explosions a fait que ces façades ont été éventrées, les portes ouvertes, et donc ça a favorisé le pillage, bien entendu, des occupants. Et puis ce pillage, on va le voir avec une photo qui est prise dans le magasin de chaussures Lacoste, qui était dans le centre-ville de Menton, où il reste encore, j'ai compté, à peu près 2 ou 3 chaussures dépareillées. Tout le stock a été vidé. Et il est évident que lorsque les Mentonnais de nationalité française reviennent dans la Cité des Citrons, c'est pas facile parce qu'il a fallu demander des laissez-passer en règle, c'était assez compliqué. Mais en plus, ils arrivent et ils découvrent, même quand leur appartement n'a pas été abîmé, 2820 immeubles détruits et endommagés, mais il y en avait bien davantage dans la Cité des Citrons à l'époque, même si elle avait à peu près la moitié de la population d'aujourd'hui. Et par contre, même quand l'immeuble n'a pas souffert, eh bien on arrive et on s'aperçoit que la porte palière a été forcée et qu'il n'y a plus de matelas, qu'il n'y a plus de vaisselle, qu'il n'y a plus de garde-robe, et je passe sur des détails comme les tableaux dans certaines villas de Garavan, sur des tapis, sur l'argenterie éventuellement. Ça, ce sont des choses qui, pour les pilleurs, constituent toujours une source d'intérêt majeur. Bon, mais même des choses plus banales, les bicyclettes, les machines à écrire, bien d'autres choses, avaient complètement disparu. Donc rester à Menton, quand on n'a même plus de quoi se coucher ou de préparer, disons, les repas et autres, c'est pas évident. C'est pour ça que la plupart des gens sont repartis et qu'il n'est resté à Menton que quelques milliers d'habitants, en majorité italiens, et que les Français ont préféré pour la plupart rester avec des indemnités de réfugiés dans la ville de Nice ou dans la ville de Cannes, ou dans la région de Draguignan également. Bon. Alors des évacuations supplémentaires furent décidées ultérieurement par les autorités militaires allemandes de janvier à juin 1944 sur le bord de mer de Théoul à Menton, et les secteurs les plus touchés ont été donc à Cannes, bien entendu, la Croisette et la colline de la Croix-des-Gardes, à Antibes, le plateau de la Garoupe, à Nice, le quai des États-Unis et la promenade des Anglais, et un peu plus près de nous, la totalité de la presqu'île du Cap-Ferrat. Bon. En effet, les Allemands étaient convaincus que la nuit, il risquait d'y avoir des signaux optiques en morse vis-à-vis des sous-marins anglais qui croisaient en Méditerranée et qu'on pouvait donc donner des renseignements militaires. Et donc, non seulement on évacue tout ce bord de mer, mais en plus, on se méfie parce que des gens auraient pu encore entrer dans ces immeubles et avec des torches électriques depuis les fenêtres supérieures envoyer des messages à d'éventuels sous-marins. Donc on a muré les fenêtres, depuis la Croisette jusqu'au Cap-Ferrat. Alors on peut revenir sur deux de ces... Voilà, là c'est les Ponchettes, c'est donc la rue des Ponchettes, en arrière du quai des États-Unis à Nice, et vous voyez en même temps que les Allemands avaient camouflé les façades avec des couleurs ocre ou vertes, et ici on n'est pas en première ligne, donc les fenêtres n'ont pas été murées. Ça c'est une photo qui est prise dans les premiers jours de la Libération,
puisqu'il était interdit de prendre des photos sur le bord de mer depuis le mois de janvier 1944 pour des raisons de sécurité militaire. Alors, deuxième vue, là on est au niveau de ce qu'on appelle le château, hein, avec ici un certain nombre de fortifications allemandes et la tour Belanda, et à côté l'hôtel suisse qui abritait le commandement de la marine de guerre allemande au pied de la colline fortifiée du château, effectivement. Et ces évacuations ont donc concerné une dizaine de milliers d'habitants, hein, depuis Cannes jusqu'au Cap Ferrat. Et là, on n'a pas pu les envoyer ailleurs que dans le proche pays niçois, où, vous le savez, et à l'époque c'était un peu moins drastique qu'aujourd'hui, les cultures nourricières étaient peu répandues. Ensuite, les autorités américaines ou préfectorales décidèrent au début de l'automne 1944, donc au tout début de ce qu'on appelle la libération avec un L majuscule, d'évacuer les habitants des communes exposées aux tirs à l'aveuglette des Allemands installés dans la Basse-Roya et qui tiraient donc sur Menton, à l'aveuglette, hein, sans objectif particulier. Tous les jours, Menton est resté exposé aux tirs allemands depuis Vintimille pendant 228 jours, jusqu'au 25 avril 1945, hein, où Vintimille a été libéré par la première DFL. Bon. Et puis, dans le Mercantour, puisque les Allemands occupent les positions dominantes et avec des mortiers de 80 ou de 100 mm, balancent de temps en temps des obus sur Isola, sur Saint-Sauveur, sur Saint-Étienne, etc., ou sur Saint-Martin-Vésubie. Par exemple, à Isola, il y a eu 7 tués, 8 blessés et 54 immeubles endommagés. À Saint-Martin-Vésubie, 11 tués, 16 blessés et 35 immeubles endommagés. Et à Menton, qui a été la commune la plus bombardée, le seul bombardement du 21 septembre 1944 fit 21 tués, d'où l'évacuation, quelques jours plus tard, de la totalité des habitants qui étaient revenus après le départ des Allemands, soit 6500 personnes qui sont venues encombrer encore les hôtels niçois qui avaient été déjà occupés par les victimes des bombardements aériens américains. Bon. N'oublions pas aussi le village de Castillon, qui aujourd'hui est un très bel exemple de construction des années 40-50, un village d'art et d'artistes, mais le village, auparavant, il était installé à côté du fort Maginot, au niveau du col de Castillon, et il a été entièrement détruit par les tirs de la marine alliée qui voulait faire déménager plutôt les défenseurs allemands qui avaient pour mission de conserver la cuvette de Sospel sous le contrôle de la Wehrmacht. Et là, il y a eu 4 tués et 107 immeubles qui ont été détruits ou endommagés, soit la quasi-totalité du village. C'est le seul village des Alpes-Maritimes qui a été rasé, puisque à la fin des années 40, on a décidé de démolir tout autour de l'église. Il est resté seulement les parois de l'église du vieux village. Et le nouveau village n'a été reconstruit 4 km plus bas, sur la route de Menton, qu'en 1948. Alors le plus grave concerna les villageois de la Bévéra. Il s'agit seulement des Moulinois, puisque les Sospellois, on pense que c'est en raison de l'attitude très ferme de leur maire de l'époque, qui a refusé l'évacuation forcée et qui a obtenu satisfaction. Et les habitants de la Roya, c'est-à-dire les Bréois, les Fontanais et les Saorgiens, hein, puisque je vous rappelle que Tende et la Brigue étaient italiennes à l'époque, furent transférés de force et à pied par les Allemands jusqu'à Tende, où ensuite des wagons à bestiaux les ont conduits
soit vers Cuneo, soit vers Turin. Donc 454 Moulinois furent dirigés le 29 septembre sur les casernes de Cuneo. 3 d'entre eux ont été tués au col de Bruis par des chasseurs bombardiers américains qui, voyant des soldats allemands avec des civils, mais ils n'ont pas forcément compris qu'on transférait des civils de force, ils se sont mis à mitrailler et ils ont tué quelques Allemands, mais ils ont tué aussi 3 Moulinois qui ont été enterrés dans la terre du col de Bruis. Et surtout, du 29 octobre au 1er décembre, pour 1003 Bréillois, 401 Fontanais et 359 Saorgiens, dirigés sur les casernes de Turin, donc à pied jusqu'à Tende, donc plus d'une vingtaine de kilomètres. Les Bréillois sont partis sous la pluie, et il faisait froid, paraît-il, dans la nuit du 29 octobre, et ils ne retrouveront leurs habitations le plus souvent endommagées et pillées qu'en juin-juillet 1945, à part 4 ou 5 d'entre eux qui, dans le train qui les ramenait par la Suisse depuis Milan, puisque les Allemands avaient décidé au moment où ils allaient capituler dans le nord de l'Italie, de transférer de force en territoire ennemi vers un pays neutre, la Suisse, et là encore, malheureusement, des avions américains ont mitraillé ces trains parce qu'ils pensaient qu'ils contenaient des soldats allemands qui essayaient de se réfugier en Suisse, et il y a eu 5 tués également. Alors on doit voir 2 photos, effectivement, l'une de la stèle de Breil, qui est juste derrière l'église, qui a été inaugurée il n'y a pas si longtemps que ça, à moins de 30 ans, hein, c'était en 1994, et vous voyez qu'on lit que de cette place, la population, le 29 octobre 1944, a été évacuée de force. Et la suivante, c'est une plaque qui est sur le fronton de la mairie de Moulinet et qui dépasse le simple fait de la déportation, entre guillemets, puisque c'est la plaque d'attribution de la Croix de guerre à la commune de Moulinet, et dans laquelle on rappelle que cette commune a subi une déportation en Italie ordonnée par les Allemands par mesure de représailles. Ça, c'est du politiquement correct. Sous-entendu, le village était un foyer de résistance active, donc il fallait le punir. C'est pas tout à fait comme ça. C'est pour des raisons militaires évidentes, puisque les Américains étaient arrivés à Peracava et qu'ils étaient devant Castillon et au-delà de Peille, donc qu'ils menaçaient effectivement la Bévéra. Bon. Dans l'optique de la préparation du débarquement en Provence, qui aura lieu, vous le savez, le 15 août 1944, sur les plages varoises. Bon. L'aviation de l'air américaine, donc l'US Air Force, effectua de très nombreux bombardements de la voie ferrée littorale entre Marseille et Vintimille, des ponts enjambant le Var, donc l'actuel pont Napoléon III, le pont de la Manda, le pont Charles-Albert, et le pont du Randy, c'est celui qui vous permet d'aller aujourd'hui vers la vallée de la Vésubie ou de remonter la vallée du Var vers les stations de ski de la Tinée, par exemple, hein, puisque ce week-end, Isola et la Colmiane fonctionnaient déjà. Bon. Et aussi des bombardements de sites considérés comme stratégiques, c'est-à-dire les usines du quartier canois de la Boca, car à l'époque il y avait 2 très grandes usines considérées comme stratégiques à la Boca. Il y avait une usine de réparation de matériel ferroviaire qui travaillait essentiellement pour la SNCF, et puis il y avait une usine aéronautique qui depuis a été remplacée par l'aérospatiale qui fabrique des satellites de télécommunication aujourd'hui, même si la société a changé de nom, effectivement. Bon, donc si on peut voir la photo suivante, c'est l'enterrement
donc ce bombardement de la Boka, qui a été assez meurtrier, nocturne en plus, le 11 novembre 1943, a fait 42 tués, 71 blessés et 1922 sinistrés. Et ici, c'est le monument aux morts de 14-18 devant la mairie de Cannes, où a eu lieu cette cérémonie d'enterrement des 42 victimes. Mais il va de soi que la commune qui a subi le plus de bombardements, à cause du fait qu'elle est installée le long du Var et le long de ce pont rail-route, c'est Saint-Laurent-du-Var, qui n'était qu'un village, heureusement, à l'époque, heureusement. Parce qu'aujourd'hui, il y a 25 000 habitants à Saint-Laurent-du-Var. Si ça avait été le cas à l'époque, ça aurait été un massacre. Hein, bon, puisqu'il y a eu 69 tués, 58 blessés et 907 sinistrés. Bon. Et puis, bien entendu, là où le bilan a été le plus fort, le plus important, même si il n'y a eu qu'une dizaine de bombardements, dont un massif, celui du 26 mai 1944, c'est bien sûr celui du chef-lieu niçois, où il y a eu 353 tués, 506 blessés et 5960 sinistrés. Alors on peut montrer la photo suivante, qui est une photo très intéressante, qui provient des archives militaires américaines, et où on voit des bombardiers Liberator qui sont en train de revenir vers leur base du sud de l'Italie, puisque c'était dans les Pouilles et dans la Basilicate qu'il y avait la plupart des terrains d'aviation qui permettaient à ces bombardiers moyens de venir attaquer le sud-est de la France, depuis Lyon à Marseille et jusqu'à Nice, effectivement. Et vous voyez qu'il y a le long de la vallée du Paillon un nuage noir, épais, sur plusieurs centaines de mètres. C'est au-dessus des quartiers de Saint-Roch, de Riquier, de Pasteur, où il y a eu le maximum de victimes. Parce que ce qui était visé, c'était la gare de marchandises de Saint-Roch. Mais quand on bombarde, là c'est un bombardement diurne, donc on est censé, contrairement à la Boka, avoir une meilleure vision. Mais quand on est à 5600 mètres d'altitude et qu'on ouvre la trappe à bombe, si on attend une seconde de plus, les bombes vont faire 5, 6 ou 700 mètres de plus. C'est-à-dire en visant la gare de marchandises, vous touchez Pasteur de l'autre côté du Paillon. Hein, bon. Et c'est une des raisons qui ont fait qu'il y a eu autant de victimes. Alors tous ces sinistrés vont devoir être relogés provisoirement chez des parents ou des amis, mais surtout dans des hôtels réquisitionnés, situation qui va durer plusieurs mois, et là aussi, beaucoup d'entre eux ont perdu une grande partie de leur mobilier, de leur garde-robe, de leurs objets ménagers ou autres, bien entendu. Et les combats libérateurs, donc, qui commencent en septembre 1944 et qui vont s'achever en avril 1945, puisque le département des Alpes-Maritimes est le dernier en France à avoir été complètement libéré à la fin avril, alors qu'en Alsace, c'était déjà le cas à la fin du mois de novembre, même s'il y a eu dans la poche de Colmar des combats jusqu'en février 1945. Mais à Strasbourg, par exemple, on n'était pas dans la situation de Menton ou de Saint-Martin-Vésubie ou de Saint-Étienne de Tinée. Donc il y a eu de nouveaux dégâts conséquents et de nouvelles pertes humaines. Par exemple, Sospel a perdu 56 tués après la libération et 687 immeubles endommagés, et puisqu'il y a un moulinois parmi nous, 11 tués et 194 immeubles endommagés dans l'autre commune de la Bévéra. Alors, nous pouvons passer aux 3 photos concernant Sospel et Breil. Donc ça, c'est une vue qui a été prise juste après la libération de Sospel par les troupes américaines. Vous voyez que le pont vieux a presque rendu l'âme, et que beaucoup des petites maisons le long de la Bévéra ont été dévastées.
ça va être pire par la suite parce que les Allemands ne se sont retirés que jusqu'au col de Bruys et que depuis le col de Bruys, ils vont jusqu'au 10 avril 1945 bombarder périodiquement la cuvette. Donc là encore, il faudra évacuer dans l'urgence les habitants. Et puis une des communes qui a le plus souffert et qui ne s'en est pas remise, puisque près de 50% de la population breilloise a disparu, puisqu'il y avait tellement de dégâts que beaucoup de gens, après leur déportation à Turin, ont refusé de revenir s'implanter dans la basse royale. Alors là, nous avons le quartier du pont inférieur sur la Royale. Hein. On reconnaît la place Biancheri tout à fait en haut. Là encore, à cause de la tempête Alex, ce même endroit a été pas mal saccagé il y a 2 ans. Et puis l'autre, nous sommes à la Giandola, donc sur la route de Fontan, à la sortie nord-est du village, et vous voyez que les maisons ont été bien abîmées par les bombardements, notamment au niveau des toitures ou des façades. Et puis, il y a d'autres victimes civiles qui survinrent à cause des dizaines de milliers de mines qui ont été posées par les unités allemandes depuis le printemps 1944. Dans notre département, il y en a eu à peu près 220 000. Donc 44 000 rien qu'à Nice. Bon, est-ce qu'on peut voir la fameuse carte non, ça c'est les martyrs. Voilà, c'est celle-là. Bon. Vous voyez que toute la plaine du Var, qui est aujourd'hui très urbanisée, et moi qui suis le président du musée de la Résistance, je peux vous dire qu'on est installé là, hein, à Nice-la-Plaine. Bon, il n'y a plus beaucoup de verdure dans ce secteur. Bon, et les immeubles poussent comme des champignons, mais à l'époque, c'était... il y avait quelques petites maisons d'agriculteurs, de fermiers, et puis tout le reste, c'était ce qu'on appelait les cressonnières, hein, c'est-à-dire des terrains plus ou moins marécageux, ou en tout cas qui étaient assez humides, et où on cultivait donc des plantes potagères pour être ensuite vendues sur les marchés du chef-lieu. Et puis là c'est le secteur du champ d'aviation, hein. Il n'y avait pas encore l'aéroport, et c'est l'Arenas, là où on va s'installer, nous, le musée de la Résistance, dans quelques jours. Et puis vous voyez, la promenade des Anglais, enfin la plage, pour la grève plutôt, parce que ce sont des galets, sur la promenade des Anglais et le quai des États-Unis, excusez-moi, j'ai eu un trou. Et puis, bien entendu, tout le secteur du cap de Nice, et les Allemands avaient même miné la partie couverte du Paillon jusqu'à son estuaire dans la Méditerranée, effectivement. Bon. Et il y a eu plusieurs dizaines de victimes déjà sous l'occupation allemande, parce que les Allemands, ils avaient tendance à mettre des affiches ou des panneaux Achtung Minen, attention, mine. Bon, donc danger de mort avec une tête de mort avec les deux tibias croisés, effectivement. Bon, mais mettez-vous à la place d'habitants qui sont affamés et qui voient à quelques mètres ou dizaines de mètres d'eux des arbres fruitiers avec de beaux fruits mûrs, et ils se disent peut-être qu'ils ont bluffé et que si on franchit les barbelés, on peut récupérer tel ou tel fruit, etc. Et malheureusement, beaucoup ont payé leur imprudence de leur vie ou de certains de leurs membres. Parce que certains sont morts sur le coup, mais d'autres sont restés estropiés pour toute la vie, effectivement. Et je pense que nous avons une photo qui montre une plaque pas loin d'ici, à Cap d'Aille, justement. Vous voyez, où on dit que le 3 septembre, c'est ça, hein? Oui. C'est-à-dire le jour de la libération de Monaco, plusieurs habitants de Beau Soleil
se sont portés volontaires pour déminer une partie de la moyenne corniche et de la basse corniche. Et ils n'avaient pas beaucoup d'expérience. Et vous voyez, il y en a 8, je crois, 3 et 3, 6, 8, oui, qui sont morts. Là, cette plaque, elle est proche du cimetière de Cap-d'Aille. Donc, on est sur la moyenne corniche. Hein. Bon. Et nous avons ensuite l'affiche de la préfecture, parce que parmi ces victimes des mines, il y avait beaucoup d'enfants. Donc, le 3 janvier 1945, le préfet des Alpes-Maritimes décide de publier et de placarder un peu partout dans la ville cette affiche dans laquelle on dit, vous voyez, ne pénétrez jamais dans un terrain miné, ne pénétrez pas dans un blocos, bien entendu, ne déplacez pas un cheval de frise, ne coupez jamais un fil de fer parce qu'il peut être relié à un engin explosif, etc. Bon, pour essayer de limiter la casse, puisqu'il y a eu une quarantaine d'enfants et d'adolescents qui sont morts à ce moment-là, et la commune la plus touchée, ça a été Nice, hein, puisqu'il y a eu 41 victimes, mais lorsque les Braillois sont rentrés de Turin en juin-juillet 1945, il y en a 17 qui ont perdu la vie également, hein, ce qui est quand même conséquent, et qui a donc obligé la préfecture à imprimer cette affiche préventive en janvier 1945. Alors ensuite, il y a ce qu'on peut appeler des victimes collatérales, c'est-à-dire que les Allemands se sentaient très menacés. Et donc, ils avaient tendance à appuyer sur la gâchette avant de réfléchir quelquefois. Et par exemple, le jour de la libération de Nice, dans mon quartier, il y a 2 enfants de 8 et de 10 ans qui jouaient au ballon dans une petite cour en contrebas de l'avenue Saint-Lambert et qui ont été abattus à la mitraillette alors qu'ils ne présentaient aucun danger pour la retraite des soldats allemands. Et de l'autre côté, il y avait une femme d'une trentaine d'années qui était sur son balcon, mais qui n'était pas sur la rue elle-même, et qui a été également abattue parce que ces gens-là avaient la crainte que des civils leur tirent dessus, etc. Et donc, tout ce qui bougeait était arrosé, entre guillemets. Bon, si bien que rien que dans cette journée de la libération de Nice, il y a plus d'une quinzaine de civils qui ont perdu la vie sans être des combattants sans uniforme, hein, je n'en parle pas, à cause des tirs de mortiers ou de mitrailleuses depuis la colline du château ou depuis la colline de Guéraud. Bon. Et il y a 2 communes qui ont eu également plusieurs dizaines de déportés, entre guillemets, à cause d'opérations de représailles. C'est Puget-Théniers, 32 déportés le 3 et le 4 mai 1944, et Gatière, 35 déportés à la suite de l'opération policière du 3 juillet. Bon, ce sont des gens qui ont été victimes d'opérations de représailles. Ils n'appartenaient pas à la résistance. Le plus souvent, c'était des jeunes. Donc, quand on arrive dans un village où il y a à proximité un maquis, où il y a eu un parachutage ou autre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on choisit les éléments les plus jeunes. Et on les met dans un camion, on les transporte à Nice, là on les met dans des wagons qui les conduisent soit vers l'Allemagne, soit vers la Normandie. Et ce qui a sauvé la plupart de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas été déportés en Allemagne, mais vers le front de Normandie pour faire des travaux de terrassement. Et comme ils sont arrivés souvent début juillet, les Américains et les Anglais avaient un petit peu progressé déjà, et ils ont réussi à être libérés, mais il y en a plusieurs qui ont été blessés. Et puis il y a ceux qui ont été déportés, et là vraiment en Allemagne, sans avoir rien commis de répréhensible. Par exemple, il y a 435 jeunes niçois qui ont été raflés à la sortie des cinémas. Tout simplement parce que les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre en Allemagne, compte tenu des pertes énormes de la Wehrmacht sur le front russe.
Donc il fallait remplacer dans les usines de guerre ces anciens ouvriers spécialisés par des gens non spécialisés et rafler dans les pays occupés, Belgique, Pays-Bas, France en particulier. Bon, 435, vous sortez du cinéma, comme ça, il y a une rafle, hop, excusez-moi, c'est l'autre. Et ça fonctionne toujours, voilà, d'accord. Et on se retrouve dans un train, et puis ultérieurement, on est dans une ville industrielle allemande qui est bombardée jour et nuit par la RAF ou l'US Air Force, effectivement. Bon. Et puis, les principaux déportés, bien sûr, ce sont les déportés raciaux, qui ont été plus que nombreux, puisqu'ils ont représenté plus de 3000 personnes, et qui ont correspondu à deux vagues répressives. Alors la première, c'est la plaque de la caserne Ovard à Nice, où aujourd'hui les services policiers, à l'époque c'était la caserne d'artillerie alpine, le 26 et le 27 août 1942, le gouvernement de Vichy, pour faire plaisir aux Allemands, a décidé de procéder en zone sud à une rafle de tous les juifs étrangers. Et à Nice, il y a eu des fuites qui a permis à plus de 1000 personnes d'échapper à la rafle, mais il y en a environ 660 qui ont été internés à la caserne Ovard pendant plusieurs jours avant qu'un train les conduise à Drancy. Drancy, c'est une gare de... Enfin, la gare, c'est le Bourget. Et à côté, il y a Drancy, qui est une cité qui aujourd'hui, puisqu'on travaille pour l'association Devoir de mémoire, c'est la mémoire de la déportation en France, puisque presque tous les déportés raciaux sont passés par Drancy. Hein, c'est l'antichambre de la déportation. En particulier une jeune niçoise qui avait 16 ans à l'époque, Simone Jacob, qui est maintenant mondialement connue sous le nom de Simone Veil, et qui a été déportée en avril 1944 à Auschwitz, passant par Drancy avec sa mère et sa sœur. Bon. Et puis, ici, il y a un fait intéressant, c'est que des parents conscients qu'il n'allait pas leur arriver des choses agréables, ont demandé à ce que leurs enfants ne soient pas déportés avec eux. Et comme les Allemands, au départ, ne les avaient pas demandés, on a accepté, et plusieurs d'entre eux ont été adoptés par un certain nombre d'Azuréens. Il y en a une quinzaine qui ont ainsi sauvé leur vie, alors qu'on ne savait pas du tout que quelques jours après, ils seraient gazés à Auschwitz, effectivement. Bon, je vous signale que lors de cette rafle du 26 et 27 août 1942, il y a eu une rafle qui a été opérée sur le territoire monégasque au matin du 28 août, qui a débouché sur l'arrestation de 42 personnes, sur lesquelles il y aura seulement 2 survivants. Bon. Mais la grande vague, celle qu'on a surnommée la grande rafle, c'est celle qui a commencé le 10 septembre 1943 et qui a duré jusqu'au 30 juillet 1944, qui a été opérée par la police allemande. Quand je dis police allemande, c'est pas simplement, entre guillemets, la Gestapo, ce sont les policiers militaires, hein, c'est-à-dire les feldgendarmes, hein, ceux qui ont le casque et le collier métallique sur la poitrine, hein, célèbre par le film de Gérard Houry. Hein, donc, en l'espace de 9 mois, il y a eu 2948 juifs français et étrangers, parce que là on arrête aussi les Français, sur lesquels il n'y aura que 123 survivants. Et sur le territoire monégasque, il y aura 45 déportés à ce moment-là, dont un seul survivant. Alors on pourrait regarder un certain nombre de photos qui suivent. Alors celle-ci, j'avais évoqué Simone Veil tout à l'heure, j'aurais pu parler du célèbre dramaturge Tristan Bernard et bien d'autres personnes célèbres, mais qui, pour les jeunes qui sont dans la salle, ça ne leur évoque rien, donc je n'en parlerai pas. L'hôtel Excelsior, c'est pas loin de la gare SNCF de Nice, c'est à 200 mètres. Et cet hôtel a été réquisitionné par
le chef du camp de Drancy, c'est-à-dire le capitaine SS Alois Brunner, et à partir du 15 septembre 1943 jusqu'au 30 juillet 1944, il y a environ 3000 personnes qui ont transité. En général, on restait une semaine et on partait par le convoi suivant. Au mois de novembre 1943, par contre, il y a eu quelquefois 2 ou 3 convois par jour. Les convois variaient entre 50 et 160 personnes. Au départ de Nice, dans des wagons de 3e classe. Les fameux wagons à bestiaux, dont on vous parle beaucoup dans les manuels scolaires ou dans des revues spécialisées, ce n'est qu'à partir de la gare du Bourget, Drancy, etc. Hein? Bon, avec les portes fermées par des chaînes, etc. Bon. Là, on était déportés dans des wagons de 3e classe et on était surveillés par des policiers ou par des militaires. Alors, les principales communes où il y a eu des rafles, à ce moment-là, c'est dans la vallée latinée Clans, où il y a 2 lieux de mémoire, un qui a été inauguré en 1993 et l'autre 10 ans plus tard, j'y étais en 2003, où vous avez la quasi-totalité des noms des 27 déportés, il manque, je crois, 4 noms, ou 3. Et il y a eu un seul survivant, qui a été longtemps membre de notre association, qui est mort il y a 3 ans, hein, Henri Billy, effectivement. Bon, la deuxième commune où il y a eu une rafle conséquente, c'est dans l'arrière-pays grassois, c'est Torrent, qui est un hameau de Andon, hein, de la commune d'Andon. Là, c'est une plaque, enfin, ce sont des stèles très récentes. Là, il y a eu 24 personnes déportées. Et puis, bien entendu, compte tenu du fait que les Italiens y avaient installé un centre de résidence forcée pour les juifs étrangers, c'est à Martin-Vésubie, la suivante, où il y a 4 ans, on a inauguré cette nouvelle stèle. Sur la partie gauche supérieure, vous avez 31 noms de gens qui ont été arrêtés dans le village à partir du 20 septembre jusqu'au vers le 25 septembre 1943. Et en dessous, vous avez la totalité de ceux qui étaient passés en Italie avec les soldats italiens entre le 9 et le 11 septembre, et qui ont été récupérés par les SS dans la province de Cuneo, et qui ont été déportés depuis la gare de Borgo-San-Dalmaz, où il y a 3 wagons qui rappellent cet épisode, en passant par Savone, Vintimille et Nice. Ils ont fréquenté pendant 2 ou 3 jours l'hôtel Excelsior avant d'être déportés sur Drancy et Auschwitz. Et là, ils sont environ 328. Hein. Donc ceux-là n'ont pas été arrêtés à Saint-Martin, mais ils y étaient jusqu'au 9 septembre 1943, et ils ont essayé de fuir vers le Piémont, comme on va le voir sur une photo qui appartient au musée de la Résistance. On a une série de 3 avec des cadrages différents. Ici, on est au col de Cerise. Col de Cerise, 10 septembre 1943, 2543 mètres d'altitude. Là, il n'y avait pas encore la neige, hein, c'était la fin de l'été. Et vous voyez une famille juive étrangère d'Europe centrale ou orientale qui a été accompagnée et aidée par des soldats italiens et qui sourit devant l'objectif parce qu'ils se disent maintenant on est en Italie, on est sauvé. Bon. Et ils pensent qu'en arrivant vers la plaine de Cuneo, ils vont rencontrer les soldats américains. Mais les soldats américains ne sont pas encore arrivés à Naples, hein, puisque Naples n'est tombé que le 1er octobre 1944. Bon. Non, excusez-moi, 1er octobre 1943, j'ai dit bêtise, effectivement. Bon. Donc, il y en a 340 d'entre eux sur les 980 qui avaient fui par la montagne, hein, par le col de Cerise et par le col de Fenestre, qui vont être raflés dans la province de Cuneo par les SS qui sont arrivés à Cuneo à partir du 14 septembre. Et c'est pourquoi à Saint-Martin il y a ce mémorial, et à Borgo-San-Dalmaz il y a un mémorial aussi conséquent à côté de la gare à partir de laquelle ils ont été déportés. Et puis on termine avec, au niveau iconographique en tout cas,
par cette photo prise il y a moins de 2 ans sur la colline du château à Nice. Vous remarquez que c'est le préfet, même s'il est en civil, hein, Bernard Gonzalez, qui inaugure ce mur qu'on a surnommé le mur des noms, puisque sur ce mur, il y a le nom des 3484 déportés raciaux qui ne sont pas rentrés des camps d'extermination. Et c'est quelque chose, là, on ne le voit pas complètement, hein, mais il manque sans doute 1 mètre, 1,50 m sur votre gauche. À part la ville de Paris, il va de soi que le département des Alpes-Maritimes est celui où il y a eu le plus de victimes civiles au titre de la déportation raciale. Donc, je termine par un bilan statistique. Les victimes civiles ont été très conséquentes au cours du second conflit mondial dans les Alpes-Maritimes. Celles qui ont perdu le moins, ce sont les spoliés, parce qu'on peut toujours espérer se refaire au fur et à mesure des années. Il y a 1083 sinistrés complets, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus de logement, 10 344 sinistrés partiels, c'est-à-dire des gens qui peuvent encore, avec certaines précautions, loger dans des bâtiments en partie insalubres. Il y a eu 497 tués dans les bombardements aériens, 94 dans les bombardements terrestres, 123 tués par les mines, surtout après la libération, et 26 estropiés, souvent des jeunes, sans oublier, vous l'avez vu avec le mur des noms il y a un instant, 3484 déportés raciaux non rentrés. Au total, ça représente plus de 25 000 personnes, c'est-à-dire plus que la population de Menton ou d'Antibes à l'époque. Et l'importance des dégâts fait que, quand on compare le recensement de la population de 1936 et celui de 1946, on voit apparaître moins 48% pour Braille, qui est la commune qui a le plus perdu de sa substance démographique. Moins 36% pour Menton, la ville de Gitron. Il faudra attendre 1962 pour qu'à Menton, il y ait le même nombre d'habitants qu'en 1936. Ce qui montre l'importance de ces dégâts, de ces dévastations. Sospel, moins 27%, et Roquebrune-Cap-Martin, juste à côté de Monaco, donc 25%. Et tout ceci fait que nous sommes un département. Là, je n'ai pas parlé, bien entendu, des fusillés de la résistance et des déportés politiques pour des faits de résistance, parce que ces gens-là se considéraient comme des soldats sans uniforme. Donc j'ai considéré qu'ils n'étaient pas vraiment des civils,